Il est 8h et ravi de vous retrouver sur les antennes des médias leaders Twi TV et Watt FM. Vous le savez, vous êtes à votre émission d'analyse décryptage, le tribunal de l'actualité. Un rendez-vous du lundi au vendredi pour juger les faits majeurs de l'actualité. Nous sommes également accessibles par streaming sur Facebook et en replay sur YouTube. Je suis Adams Khaled Ouedraogo, président de ce tribunal. Avec moi sur ce plateau, les juges au siège, Bernard Bourma, Geoffroy Vaha. Bonjour et bienvenue. Bonjour Président Ouedraogo, bonjour juge Vaha, bonjour Madame, Messieurs. Bonjour juge Bougma, bonjour Président, bonjour éditeurs et téléspectateurs. Vous le savez, le Conseil des ministres, en sa session du 22 septembre dernier, a examiné un projet de loi pour la relecture de la loi portant code du travail. L'ambition du gouvernement est de rendre ce code innovant et surtout le mettre en phase avec les préoccupations majeures des acteurs du monde du travail. Quelles sont les innovations prévues par cette relecture? Pour répondre à cette question, nous avons à la barre ce matin le professeur Seni Ouedraogo, ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale. Monsieur le ministre, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur le Président, bonjour. Alors, vous connaissez bien le principe de cette émission. L'audition avec les juges, après cette première virgule, les avant-propos. Et sans plus tarder, nous allons donner la parole au juge Bougma pour son avant-propos. Qu'est-ce qui a retenu votre attention pour cette cinquième et dernière convocation de la semaine du tribunal de l'actualité? Mon avant-propos va concerner le communiqué du procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Ouaga 1 sur la contrebande de carburant. Donc à travers plusieurs axes routiers au niveau du Burkina, une contrebande qui commence depuis le Nigeria, qui passe par le Bénin jusqu'au niveau du Burkina et qui s'étend dans plusieurs localités. Donc je crois qu'on est à 7 régions, parmi les régions qui ont été nommément citées, on est à 7 régions, donc sur 13, vous voyez déjà qu'on c'est plus de la moitié. Donc imaginons l'impact sur les engins, sur le tissu économique, sur ce que l'État perd par rapport à toute cette contrebande-là et tout ce qui a été mis en place. Et donc, jusqu'à Ouagadougou, il y a des stations-service dans plusieurs localités et même à Ouagadougou, la capitale, plusieurs stations-service qui vivent du carburant de cette contrebande. Hier, on parlait du contenu local au niveau des mines et on disait également qu'il y a que les entreprises burkinabées travaillent également dans des normes pour avoir des produits de qualité. Donc, il y a l'impact de ces carburants-là sur les engins. Et la vérité également, c'est que ce n'est pas le seul produit de contrebande au Burkina. Vous avez les engins à 2 roues et les pièces détachées. Vous avez la contrebande de médicaments et et d'aliments également. Et toutes ces choses-là, en partie, nourrissent également le terrorisme. Si on arrive à couper une bonne partie de ces chaînons-là, il y a beaucoup de problèmes qu'on aura réglés liés à la lutte contre le terrorisme par rapport à la chaîne d'alimentation pour leur survie. Donc, il y a cette réalité qui est là. Donc, il y a combien? 72 personnes, effectivement, qui ont été mises aux arrêts. Mais cela, effectivement, est symptomatique de la situation. Donc, et puis, ce qu'il faut dire, c'est de féliciter le procureur, féliciter également la CELC parce que c'est elle également qui a travaillé en bonne intelligence avec le procureur et naturellement avec les forces de défense et de sécurité pour qu'on puisse arriver à mettre la main sur comme on appelle ça, sur ces contrebandiers. C'est vrai que pour le moment, ils n'ont pas encore jugé. Peut-être on attendra de voir si toutes ces personnes qui ont été prises sont dans le lot ou bien il y en a qui ont été pris à tort ou à raison, mais quoi qu'il en soit, on attendra la suite. Mais c'est déjà effectivement bien parce que c'est un commerce qui se déroule au vu et au su de tout le monde. Vous prenez certains actes, vous voyez des carburants sur des engins, des tricycles, dans des véhicules. Et en 2015, il y a même eu un drame lié au transport qui ne respecte d'ailleurs pas les normes du carburant. Ok, merci juge Bougma. Juge Vaha. Oui, moi, c'est sur le même sujet. Je me rappelle d'un article de l'économiste du Faso qui était très intéressant, qui avait titré Financement du terrorisme, le circuit de ravitaillement du carburant se dessine. Il a donné les pays d'où provient ce carburant-là, Niger, très souvent, Bénin
Et quand on dit Bénin, il faut voir aussi quelquefois le fournisseur nigérian qui n'est pas loin, des papiers qui permettent de faire du Burkina une zone de transit, et puis après ça devient la destination finale, ou bien il n'y a même pas de papier. Et ce que l'on fait remarquer aussi, c'est que ça rentre sur le territoire. Souvent, c'est notamment qu'on essaie de passer des frontières qui sont poreuses, ou bien avec des documents pas bien ficelés, ou bien même avec la complicité de nos forces. Et là aussi, la douane est interpellée dans ce qui est en train de se passer, parce qu'on est dans une situation qui est tellement difficile avec la question sécuritaire que, à mon avis, l'on devait redoubler d'efforts sur les questions de contrôle. Et ça, c'est des choses qu'on ne devrait pas pouvoir permettre. Il y a aussi une responsabilité qui est celle de certains et qui sont très souvent cités, et avec souvent les classements que nous fait le RENLAC, il y en a qui se plaignent, mais là on voit clairement, peut-être de façon plus pratique, comment est-ce que cela a des conséquences. Je pense que c'est le lieu aussi que tout le monde reste vigilant, parce que sur les plateaux on s'interroge, mais d'où sort le carburant, d'où sort ceci, d'où sort cela, mais c'est de la contrebande. Donc à chaque fois qu'on se rend complice de ces petits passes-là, se disant qu'on se met de l'argent dans la poche, c'est contre son pays même qu'on est en train de travailler. Ça, on s'en rend pas compte. Je crois que c'est rejoindre encore Bernard pour féliciter le travail qui a été fait et espérer que pratiquement 70 personnes là, on verra clairement dans le circuit avec les auditions qu'il y aura et comment les choses vont se mener, et que les responsables payent. Merci, messieurs les juges. Une actualité que nous allons certainement suivre de très près et certainement décrypter pour les téléspectateurs et auditeurs des médias leaders Truth TV et Watt FM. Merci, messieurs les juges. Merci également à l'équipe de réalisation de cette émission, le tribunal de l'actualité. Je le disais en début d'émission, notre convoqué du jour est le professeur Seni Ouedraogo. Il est le ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale. Le thème enrôlé, c'est la lecture en vue de la loi portant code du travail. Avec lui, nous allons évoquer les innovations qui sont annoncées. Alors, ce n'est pas tous les jours que nous avons le professeur Seni Ouedraogo à la barre. Nous allons profiter pour évoquer quelques sujets d'actualité qui intéressent les auditeurs et les téléspectateurs. Alors, dans votre ministère, il y a beaucoup d'innovations. On est dans une dynamique. Et quand on parle d'innovation, on a en tête l'organisation des concours professionnels qui se font, non seulement l'inscription et la composition qui se fait en ligne. On sait que tout changement fait peur. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que la mayonnaise a vraiment pris? Merci aux juges qui m'ont invité. Je voudrais profiter pour saluer les différents acteurs du ministère de la fonction publique, nos partenaires que sont ceux des médias, les informaticiens, tout ce grand groupe de fonctionnaires, les responsables des régions. Je fais allusion au gouverneur, aux commissaires qui sont impliqués avec nous autour de l'organisation des concours. Je crois que on peut faire un constat. La mayonnaise n'a pas encore véritablement prise, mais on peut se dire que nous sommes sur le bon chemin. L'idée de la réforme est en train progressivement de rentrer dans l'esprit, donc dans le subconscient des acteurs. Je pense que c'est une bonne chose pour notre pays. Quels sont les obstacles à ce jour? Vous savez, pour tout changement, il y a plusieurs problématiques qui rentrent en ligne de compte. Il y a d'abord la dimension psychologique. Donc, les acteurs, pour une raison, une pour une autre, peuvent penser que le changement, parce qu'il fait peur, peut entraîner soit des pertes de gains, des pertes d'emploi ou des pertes de pouvoir, puisque vous savez que il y a aussi des enjeux de pouvoir. Il y a une dimension sociologique, c'est-à-dire qu'il faut amener les gens à repenser leur modèle de fonctionnement, leur modèle administratif. Il y a les habitudes qui vont changer. Je disais tout à l'heure, il y a des contraintes économiques. Et puis, bon, voilà. Donc, vous avez plusieurs paramètres qui sont en ligne de compte. Et donc, c'est pourquoi le changement, il doit être progressif. C'est toute une méthodologie qu'il faut pouvoir mettre en œuvre. Et puis, surtout, avoir de la patience. Parce que, comme on a l'habitude de dire, Paris, c'est pas construit en 24 heures. D'accord. Juge Bourma? Oui, c'est vrai, au nombre de difficultés, il y a aussi ce qui avait été évoqué, la question de la souveraineté. C'est vrai qu'on est dans le numérique. Il y a une affaire de vie privée et tout. Il y en a qui ne voulaient pas parce que c'est des données à caractère personnel. Aujourd'hui, ce débat est à quel niveau?
Donc, je crois que la question de la souveraineté de façon globale va continuer de se poser, étant entendu que nous sommes dans des organisations sociales où les gens aspirent à une certaine forme d'autonomie, d'indépendance. Donc, l'idée de souveraineté est évoquée pour justifier le droit de faire, de ne pas recevoir des pressions. Voilà, donc la souveraineté, comme on connaît, c'est un vieux concept déjà qui émerge vers la fin du Moyen-Âge, qui est justifié, convoqué à dessein pour justifier des comportements de faire ou de ne pas faire des choses. Dans le domaine du numérique aussi, voilà, c'est une problématique qu'on en voit et cette problématique s'invite avec ce qu'on pourrait appeler maintenant l'africanisation ou la panafricanisation. C'est de bonnes guerres, tout ça, mais il faut rester aussi dans un certain réalisme. Le réalisme, c'est quoi? C'est-à-dire que vous et moi, nous avons tous des smartphones qui ne sont pas produits au Burkina. Nous avons des smartphones, même lorsqu'ils sont produits dans certains pays, comme en Europe ou en Amérique, des éléments, prenons parce qu'aujourd'hui, le plus grand enjeu des nouvelles technologies, c'est les microprocesseurs. Et vous voyez, les microprocesseurs sont un marché qui est exclusivement détenu par la Chine. Donc, vous avez beau évoquer l'idée de votre souveraineté, etc., mais bon, ça va se heurter aussi à la réalité. C'est que vous avez des grands groupes qui sont bien connus, les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Twitter, qui contrôlent le dispositif. Donc, oui, question de souveraineté. Et puis, bon, voilà, il y a un pragmatisme aussi qu'il faut avoir. C'est pourquoi, dans la gestion de la digitalisation ou de la numérisation, l'État doit être à mesure de sélectionner, d'identifier les informations qui ne devraient pas forcément suivre le chemin de l'ultra-numérisation. Moi-même qui vous parle en raison de cette discussion ici, j'ai dû aller au Luxembourg pour aller rencontrer un grand groupe mondial que je ne vais pas citer ici, pour comprendre le premier grand groupe mondial de lanceurs de satellites. Et là-bas, j'ai posé la question de la numérisation, de la souveraineté, parce qu'ils travaillent beaucoup chez nous. Et lorsqu'ils sont arrivés chez nous, ils ont travaillé sur les élections chez nous, ils travaillent sur l'administration. Je suis allé les voir parce que, bon, on dit souveraineté numérique. Moi, je leur pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, les États, de façon globale, ont la capacité de pouvoir assurer une vraie souveraineté numérique? Je pense qu'à l'issue du débat, eux-mêmes sont arrivés à la conclusion que c'est vrai, c'est une position qu'ils avaient, mais à l'évidence, aujourd'hui, il faut reconnaître que pour assurer, vous avez dit tout à l'heure, monsieur le juge Bougman, les données personnelles, ça demande énormément de moyens que les États ne peuvent pas forcément réunir. Donc, les États doivent garder certaines choses pour eux-mêmes, peut-être développer des initiatives locales, ne serait-ce qu'à minima. Et puis bon, pour la grande tendance, il faut aller avec le numérique. D'accord. Juge va. Tout à l'heure, vous disiez à demi-mot, il faut aussi accepter que en matière de gestion, j'ai dit, il faut faire des économies, il faut rationaliser et tout. Mais est-ce qu'il faut tout sacrifier sous cet hôtel-là? Parce que bon, les gens étaient habitués aussi pour ce qui est des concours, à des sujets, à certaines formes d'évaluation qui leur permettaient peut-être de s'exprimer et d'étaler un peu plus leurs connaissances, plutôt que de se retrouver peut-être très souvent avec des QCM ou des choses comme ça. Questions à choix multiples, qui pour eux relèvent de l'ordre du chanceux, quelquefois. Est-ce que cela aussi n'est pas pris en compte? Non, je crois que dans la démarche que nous avons, c'est celle de la progressivité. Si vous voyez, on a commencé, je prends les concours professionnels, on est allé progressivement. L'année passée, on était autour de 74 concours qui avaient été, dont la composition se faisait en ligne. Cette année, nous sommes passés autour de 124. Il y a encore des concours, ceux du MENA-PLN, qui se font toujours avec les épreuves classiques. Le recrutement des enseignants, un certain nombre d'administrateurs, ils vont composer les dissertations, les commentaires, les sujets pratiques. Voilà. Donc, on n'a pas, pour ce qui concerne le choix des méthodes d'évaluation, tout numérisé, même si la tendance est d'y aller. Et voilà, là, c'est quand même d'aller vers le maximum de sujets qui pourront être faits en ligne. Vous avez la Covid est venue nous rappeler cette nécessité aussi de travailler avec les outils du moment. Maintenant, sur la numérisation, je suis d'accord avec vous qu'il y a certainement des avantages, il y a des inconvénients, mais en termes d'avantages, je pense que si on fait l'analyse bilan coût, on peut dire qu'il y a plus d'avantages aujourd'hui à réformer que de ne pas réformer. Je prends un seul exemple.
Avant que je n'arrive au ministère de la fonction publique, jusqu'en 2017, vous avez moins de 800 000 candidatures. Mais aujourd'hui, il y a une démultiplication des candidatures, ce qui donne la chance aux candidats. Cette année, on est passé à peu près à 1 500 000 candidatures. Même en termes de coûts, avant, pour moins de 800 000 candidatures, je prends le budget 2017, on était déjà pour un budget global de 2,5 milliards. Ne serait-ce que les dépôts, quand les gens s'alignaient dans les provinces, etc., on dépensait plus de 500 millions de francs CFA, ne serait-ce que pour la réception des dossiers. Et même là encore, quand on réceptionnait, les gens n'avaient pas la possibilité de démultiplier les candidatures. Maintenant, on reçoit 1 500 000 candidatures en 2-3 semaines, ça ne gêne personne. Les gens ont la possibilité de composer plusieurs concours. Et cette année, vous avez les informations qu'il y a des gens qui ont eu 3, 4, 5, 6 concours. Voilà, donc c'est aussi ça l'avantage. Mais j'admets avec vous que le tout numérique aussi n'est pas la solution. Moi, j'ai encore plus de crainte quand j'entends monsieur le ministre dire que l'objectif, c'est d'arriver à tout, c'est-à-dire dans le processus, arriver à tout numériser. Même, je pense que la question de certains sujets, dissertation et où, je ne sais pas comment est-ce qu'on va en arriver là. Parce que, je le dis, quand on est... Moi, c'est vrai que je suis scientifique d'Allah, mais moi, je fais des séries C. Quand vous allez, on vous donne vous pouvez avoir des questions à choix multiples, ça peut aller. Parce que à la fin, c'est quoi? Ce n'est pas le procédé, c'est de trouver le résultat. Vous pouvez passer par des procédés qui sont différents. Mais quand on vous interroge et qu'on essaie d'avoir votre culture, ce qui fait appel à votre culture générale, à votre niveau d'expression, votre niveau de langue, à votre vécu en termes de lecture et tout, et qu'on va réduire ça à des QCM, est-ce qu'à la fin, on ne risque pas de se tromper même dans le mode d'évaluation de ces personnes-là? Non, monsieur le juge, je vais vous rassurer, je suis moi-même un enseignant. Les mécanismes d'évaluation et les modes d'évaluation sont pluriels et donc sont laissés à la discrétion des enseignants, des pédagogues. Derrière chaque modalité de sélection, il y a un objectif qui est recherché. Mais je vais vous rassurer, le QCM est un mécanisme qui est utilisé par toutes les grandes universités du monde pour former, même dans les domaines les plus compliqués comme la médecine. Ça, c'est des outils qui sont connus. Et puis, je vais rassurer, ceux que nous recrutons pour les concours, les écoles professionnelles, c'est d'abord des gens qui ont des titres d'accès, des diplômes. Ils ont des licences dans plusieurs domaines. Ils ont eu le temps pendant leur cursus scolaire universitaire de faire ces exercices. Ça, c'est un premier fait. Le deuxième fait, c'est que ceux qui sont recrutés vont être formés dans des écoles professionnelles. Donc, le concours ne fait pas de vous automatiquement un fonctionnaire, puisqu'il faut réussir à l'examen de sortie ou aux examens qui sont pratiqués dans les écoles professionnelles. Pendant les 2 années en moyenne que durent les formations, les gens auront la latitude d'aller s'évaluer, de s'améliorer, et voilà. Et donc, j'ai dit que pour le moment, tout ne se fait pas, toutes les sélections ne se font pas le QCM, mais une bonne partie, en tout cas, des épreuves aujourd'hui se font par le biais du QCM. Maintenant que vous choisissez une méthode ou une autre, ça aura ses limites, mais je peux vous rassurer que pour les QCM qui sont faits actuellement, nous avons une moyenne de 60 questions, 20 questions de culture générale, 40 questions de spécialité. Et pour ceux qui... Je ne veux pas dévoiler le mécanisme de confection des sujets, mais je veux dire, quand vous prenez un examen, par exemple, comme celui de la sélection des médecins spécialistes, vous avez plusieurs professeurs qui vont chacun donner une série de questions. Et puis, dans ces séries de questions, des sélections seront faites. Et ce sont ces questions-là qui vont être posées dans le domaine des spécialités. Et je peux vous rassurer que pour ceux qui ont fait le concours cette année, ils pourront vous le dire, pour des exercices de mathématiques, il faut utiliser des brouillons, faire des calculs pour aboutir à des résultats. Voilà, c'est fait par des spécialistes. Et en conclusion, il faut retenir que quel que soit le mot de sujet qui va être retenu, on ne sera pas à l'abri des critiques. C'est pourquoi l'école de formation reste l'ultime moyen de relever le niveau de compétences de ceux qui vont être admis. D'accord. Vous l'avez dit, Lara, la numérisation permet à l'État de rationaliser les coûts de l'organisation de ces concours-là. C'est tout bénéf pour l'État, mais à côté, il y a le nombre de postes à pourvoir qui diminue chaque année. Alors, c'est quoi l'explication? Est-ce la conjoncture? Est-ce que c'est le besoin qui n'y est pas? Finalement, c'est quoi? Je crois que cette explication, on la donne assez régulièrement. On va
continuer de la donner. L'explication, elle relève d'un certain nombre d'argumentaires qui sont bien connus. Le besoin de recrutement, il est là. Nos États n'ont pas encore fini de faire suffisamment leur maillage de leur territoire et que l'administration reste quand même le moteur de l'économie dans nos pays. Donc il faut une déconcentration qui soit assez bien établie pour accompagner la décentralisation et puis pour mettre en place un cadre qui permette aux entreprises d'évoluer, de créer de la richesse. Mais sauf que quand vous faites des finances publiques, il y a deux paramètres qu'il faut regarder. Et parmi ces paramètres-là, c'est le niveau d'accroissement de vos recettes, c'est le niveau aussi de vos dépenses. Et donc, à partir de ces éléments, nous faisons, je dirais, des choix qui sont difficiles. Ça, il faut le reconnaître, ce sont des choix qui sont difficiles. Donc, le ministère de la fonction publique détermine le nombre d'emplois à pourvoir chaque année en fonction de l'enveloppe financière qui est mise à la disposition, qui lui est mise à disposition par le ministère des Finances. Donc, si nous n'avons pas suffisamment de ressources, nous ne pourrons pas faire des recrutements. Mais on essaye quand même de garder le principe de recrutement annuel. Je pense que on ne fait pas de comparaison avec les autres pays, mais il faut reconnaître que de ce point de vue, depuis une dizaine d'années, il y a un effort qui est fait par les différents gouvernements successifs. Et moi-même qui vous parle, c'est parce que nous avons tous bénéficié de l'opportunité des concours que nous sommes à un certain niveau de responsabilité. Donc, c'est du devoir de maintenir, mais on ne va pas tuer la poule aux œufs d'or parce que, bon, voilà, il y a un besoin, mais il y a des contraintes, donc il faut tenir compte. Et je pense que lorsque le gouvernement sera en face d'une situation financière plus reluisante, il n'y a pas de raison que les recrutements ne continuent pas. Juge Bougma? Bon, toujours en question de généralité, on est dans le... Bon, en question de généralité, il y a ceux qui avaient défrayé la chronique, il y a un grand boulot qui avait été abattu, et puis finalement, c'est silence radio. Est-ce que c'est abandonner la remise à plat des salaires? Non, je veux vous rassurer que tous les chantiers sur lesquels nous sommes ne sont pas abandonnés. Nous aussi, nous sommes dans un environnement, un contexte. Nous contextualisons aussi la construction des solutions que nous avons dans le cadre de la mission qui nous est confiée. Je peux vous dire que pour ce dossier de la remise à plat, comme pour d'autres dossiers, il y a un grand travail qui s'est fait, mais nous avons fini par tirer l'enseignement et la leçon que le travail ne se fait pas dans le bruit. Donc nous faisons. Le code de travail pour lequel je suis invité aujourd'hui est un exemple assez illustratif. C'est une idée qui émerge dès l'avènement du président Kaboré au gouvernement, qui matérialise cette volonté, parce que cet appel de révision datait depuis longtemps, mais toute matérialisation en 2016. Mais depuis 2016 jusqu'à maintenant, il y a une discussion qui se fait. Les gens n'ont pas forcément écho de ce qui se fait. Voilà. Donc je veux rassurer aussi que sur la même problématique de la rationalisation des systèmes de rémunération, il y a un travail et au moment venu, les résultats de ce travail-là vous seront présentés. Et justement, c'est vrai qu'on est en généralité, c'est vrai que ça sera peut-être la dernière, si le président permet. Et ici, on parle de cette question qui, à un moment donné, faisait des grosses choses, mais à l'intérieur, il y avait la question du fonds commun, le fameux fonds commun. Et il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Je pense qu'il y a des mesures qui ont été prises. Je pense qu'il y a eu un moratoire même, parce qu'il y a beaucoup qui disaient on a contracté ceci et cela, on ne peut pas venir changer la donne, il faut nous laisser un petit temps et tout. S'il y avait eu un moratoire, il est en train de se terminer maintenant, ou bien où on en est? Non, je ne suis pas le ministre le mieux placé pour poser cette question. Je crois que comme vous êtes des juges, vous avez la latitude de convoquer à votre tribunal mon collègue des finances pour vous donner de plus amples informations. Je pose la question parce que c'était à l'intérieur du gros projet que vous étiez en train de défendre sur la mise à plat. C'était l'un des gros problèmes parce que c'est ce qui faisait la disparité dans les salaires. Vous le savez? Non, je suis d'accord que la question que vous posez, celle du fonds commun, est une sous-problématique, la problématique d'ensemble de la réflexion que nous sommes en train de mener. Mais j'ai dit, nous, de notre côté, nous faisons un travail qui se fait avec nos partenaires, qu'ils soient nationaux ou étrangers, et que ces problématiques sont abordées. Maintenant, il y a des problématiques particulières que l'aide d'un certain nombre de domaines. Je pense que
il ne me revient pas d'aborder toutes les questions, surtout celles qui sont sectorielles. Et la question que vous posez relève de cette catégorie-là. D'accord, peut-être une dernière question de généralité. On sait qu'il y a un gros projet qui avait été engagé par votre ministère. On parlera de la chasse aux faux diplômes au niveau de la fonction publique. Alors, où est-ce qu'on en est? Est-ce que les résultats sont là? Pourquoi ces résultats ne sont pas publiés? Non, je crois que sur la question des diplômes aussi, moi je veux rassurer les gens. Vous allez dire, décidément, on rassure. Mais on rassure parce que, comme j'ai dit, nous on a choisi une nouvelle approche. On préfère travailler et puis les résultats, ils vont se laisser voir. Moi, je peux vous rassurer qu'au niveau de mon département, nous avons fini le travail sur le contrat de diplôme. Mais dans notre démarche, ça j'avais annoncé, parce qu'on avait scindé le groupe en deux. Il y avait une première phase pour laquelle on avait fini, les travaux ont été présentés en Conseil des ministres, qui a décidé de saisir la SE pour faire un contrôle approfondi. Et je vous avais dit en ce moment qu'on avait trouvé un peu autour de 600 diplômes problématiques. Mais nous ne voulions pas tirer la conclusion sur leur caractère frauduleux ou non. Nous avons fini aujourd'hui la deuxième phase. Bon. Comme j'ai dit, la SE a été saisie pour donner suite au dossier. Je crois que la SE aussi est confrontée à un conflit d'agenda parce qu'il y a plusieurs problématiques. Vous en avez abordé un tout à l'heure. Et la problématique que vous avez abordée, même du trafic de carburant, vous voyez que dans le communiqué du procureur, on dit que c'est un travail de longtemps que la SE a mis sur ce dossier. Pour le moment, nous attendons que la SE réagisse, mais de notre côté, nous avons fini notre travail. Nous avons un certain nombre de diplômes suspicieux, mais nous ne voudrons pas tirer la conclusion. Donc, la SE va certainement finir son travail et les juridictions vont être saisies. D'accord. Nous allons revenir sur le sujet de la présente convocation. Le gouvernement qui décide de donner un coup de neuf au code du travail pour éviter justement que le CDD à vie ne soit comme une épée de Damoclès sur la tête de l'employeur. Alors, peut-être pour rappeler rapidement, l'article 52 du code du travail de 2008 dispose que le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable sans limitation, sauf en cas d'abus laissé à l'appréciation de la juridiction compétente. Certainement que c'est cela qu'il faut corriger. Alors, monsieur le ministre, qu'est-ce qui change fondamentalement avec cette relecture qui est annoncée? Oui, en tout cas, je crois que c'est aussi un grand dossier qui est celui du Code du travail, qui est un dossier assez fondamental pour notre pays, puisqu'on a parlé tout à l'heure de la création des emplois. Mais la création des emplois est conditionnée par la richesse créée par les entreprises. Parce que c'est un effet, je dirais, d'entraînement. Lorsque les richesses sont créées par le secteur privé, l'État va capter par le biais de la fiscalité ces ressources-là et c'est celles qui vont être distribuées en termes de dépenses publiques et autres. Donc, sur le Code du travail, vous savez qu'en 2008, lorsque le Code a été adopté, ça a été salué par les partenaires financiers internationaux, le Code de 2008, le Burkina a eu des félicitations. En 2009, on a été même désigné le premier pays au monde, le premier pays réformateur. Mais la conclusion qui a été adoptée, c'est qu'avec ce Code de 2008, le Burkina a été taxé par certains acteurs comme ayant fait le virage vers un ultralibéralisme. Parce qu'on disait que ce code était très ouvert, il permettait de pouvoir recruter, de pouvoir précariser les emplois, etc. Donc, ce sont ces différents constats qui ont amené donc, le gouvernement à se saisir du dossier, mais cette fois-ci en impliquant fortement les acteurs. Puisque dans le cas de l'OIT, pour la définition des conditions de travail, il y a un tripartisme qui commande que le gouvernement, les employeurs et les travailleurs soient sur une même table pour discuter. Moi, je pense que le plus grand succès de la réforme que nous sommes en train de conduire, qui fait la fierté de chacun des Burkinabés, comparaison faite de ce qui pourrait se passer où l'État aurait pu, de façon autoritaire ou dictatoriale, dire bon, voilà le contenu du code du travail, c'est ce qu'il faut faire. Il y a eu un long processus, mais vraiment très long. Mais pour moi, qui est à saluer, parce que les États-nations aussi se sont construits par la recherche constante d'un minimum de consensus sur des grands dossiers. Donc je pense que ça, on n'en dit pas assez, mais en tout cas pour moi, c'est le lieu de féliciter les acteurs, le patronat, l'UAS, les syndicats, les fonctionnaires de nos administrations du travail qui se sont impliqués fortement pour la négociation. 2016 maintenant, je dis parce que c'est important, parce que si vous regardez, dans plusieurs pays, il y a des codes qui ont été adoptés du travail
mais qui ont pris d'autres tournures. Ça, je pense que c'est assez important. Maintenant, on avait au départ un peu plus de 77 points non consensuels. La discussion a permis de revenir à une portion assez raisonnable d'une trentaine de dispositions. Les grands accords, c'est par exemple la question de la limitation des contrats à durée déterminée. Vous avez dit 2008, ça c'était un gros, ça soulevait le grand tollé. On dit le patron pouvait signer un contrat à durée déterminée autant de fois qu'il veut. Les parties sont d'accord maintenant. Vous signez un contrat pour 3 ans. Donc c'est-à-dire une fois renouvelable 2 fois, ou un contrat peut être modifié une fois, peut être modifié 2 fois. Donc 3 contrats, et puis soit le contrat se transforme en durée indéterminée, ou si l'employeur juge qu'il n'a plus besoin, bon là, il pourra prendre ses responsabilités. Et puis, voilà. Donc ça, c'est une grande avancée. Deuxième grande avancée, c'est par exemple la reconnaissance des agences de placement. Parce que ça aussi, c'est une réalité qu'il faut prendre en compte. De plus en plus, les agences de placement qui recrutent pour des entreprises, l'externalisation d'un certain nombre de tâches sont devenues aussi des données de notre monde d'aujourd'hui. Ça, c'est une reconnaissance. Les partis, c'est vrai, ne sont pas totalement accordés sur les détails, mais le gouvernement a essayé d'harmoniser les points de vue. Le travail, les placements pourront se faire, mais par exemple, si aujourd'hui une agence trouve un travailleur pour une entreprise, la condition première, c'est le minimum, c'est le traitement égalitaire des salaires par rapport au même travail qui est effectué par ceux qui sont dans l'entreprise. Il y a l'idée de caution solidaire. Vous savez, dans le cadre du rapport d'enquête parlementaire sur les mines, les députés ont proposé une caution solidaire entre l'employeur de l'entreprise et l'agence privée, par exemple pour les cas de licenciement. Des obligations nouvelles ont été mises, comme le droit d'afficher la liste des travailleurs qui sont recrutés pour les entreprises. Voilà, donc, il y a un certain nombre d'innovations comme ça. L'allongement de la durée d'allaitement de la femme qui passe de 14 semaines à 15 semaines. La durée du temps de repos, non du type de congé annuel, qui passe de 10 jours à 15 jours, puisque vous avez le travail avec 10 jours dans l'année où qu'il peut prendre pour des raisons personnelles ou familiales qui ne sont pas du type du congé. Là, les acteurs sont d'accord qu'on passe à 15 jours. Vous avez parlé du content local tout à l'heure. Dans ce sens-là, il y a une meilleure protection du travailleur, donc de la main-d'œuvre locale. Désormais, le recrutement d'un travailleur non national est conditionné par une autorisation qui va être assortie d'un permis de travail. Et les contrats des travailleurs étrangers vont être, que ce soit les contrats à durée indéterminée ou déterminée, vont être visés chaque 2 ans. Voilà. Et donc, c'est un ensemble de mécanismes comme ça qui sont le fruit d'une longue discussion, mais qui va permettre de créer de meilleures conditions de travail, aussi bien pour les employeurs que pour les travailleurs. Juge Bourman. Oui, ma question c'est, comment on appelle ça, les cabinets de RH, de recrutement qui font les placements. Donc vous travaillez dans l'entreprise de papa, mais vous signez le contrat avec le fils qui a un cabinet de recrutement. Donc maintenant, je voudrais beaucoup plus d'explications parce que vous dites que ça c'est intégré. Parce que je voulais d'ailleurs savoir si c'est intégré. Vous dites que c'est intégré. Je voudrais avoir plus de précision sur comment est-ce que ça va fonctionner. Non, bon. C'est vrai, vous l'avez donné, mais je voudrais plus. Je vous remercie. Ouais. Je crois, j'explique. Hein. On est dans un domaine qui veut se veut technique, mais je vais expliquer plus simplement. Monsieur Bourman, vous savez, aujourd'hui, il y a des réalités du moment. Je prends les entreprises de médias. Aujourd'hui, les entreprises de médias sont celles qui sont, je dirais, dans la dynamique même du libéralisme, de la réforme constante. Aujourd'hui, l'externalisation d'un certain nombre de missions qui se font. On suit les grandes chaînes étrangères, il y a des activités, il y a des émissions qui sont produites, qui sont rachetées, on regarde un certain nombre de séries, les telenovelas qui sont produites. Donc l'externalisation, c'est une réalité. Le besoin de compétences nouvelles. Vous savez, avec le centenaire du BIT, il y a un rapport qui a été produit sur l'avenir du travail. Quel sera le travail en 2050 ? On fait le constat qu'à l'horizon 2050, il y a une convergence des travaux du BIT et de l'OCDE là-dessus. 12% du travail actuel dans ses formes
un certain nombre de travailleurs, autour de 12%, ça va disparaître. Il y a autour de 35% qui vont devoir se réadapter, sans prendre en compte du numérique, etc. Il y a la question de la standardisation, parce que de plus en plus, les machines vont venir remplacer les gens. Donc le curseur du travail là va se déplacer. Je ne voudrais pas perturber ce qui va se faire, mais le travail dans sa dimension sociale, psychologique, c'est celle-là qui va plus se développer à raison de la machination. Quand vous prenez tous ces paramètres, on ne peut pas aujourd'hui dire qu'il faut empêcher une entreprise d'aller chercher des compétences qui n'existent pas en son sein. Elle peut aller chercher des compétences rares juste pour un temps. Elle peut aussi prendre un certain nombre de tâches, se dire, moi je ne peux plus faire ça parce que ça me coûte excessivement cher ou il y a trop de contraintes, je donne au privé. Donc ce qu'on a convenu, première des choses, les entreprises de placement, les agences de placement sont reconnues. Elles ont le droit de faire le travail. Mais maintenant, si elles doivent faire le travail, elles doivent respecter un minimum de conditions. Minimum de conditions, c'est de se faire reconnaître par l'inspection du travail. Donc, elles vont se déclarer. Elles vont devoir afficher, comme j'ai dit, la liste des travailleurs qui sont recrutés pour les entreprises. Elles vont devoir payer un salaire équivalent au même travail qui est effectué dans l'entreprise. Et elles doivent assurer la protection sociale, c'est-à-dire tout ce qui est déclaration de CNSS, etc., pour le compte de l'entreprise. Et ça doit être présenté périodiquement à l'inspection du travail, qui du reste peut aller vérifier. J'ai parlé tout à l'heure de la caution solidaire, c'est-à-dire que l'entreprise ne pourra pas exiger le paiement d'une ristourne parce qu'elle a placé un employé dans une entreprise. Et donc voilà, ça c'est un certain nombre de conditions comme ça. Et en ce qui concerne les entreprises, on va distinguer le travail temporaire, le travail essentiel, parce que ce va être des paramètres importants. Quand vous prenez les temporaires, les conditions sont précisées par le code. Il faut que ce soit en cas d'augmentation de la charge de travail, pour du travail saisonnier, que ces personnes temporaires doivent être recrutées. Elles ne devront pas être recrutées, par exemple, pour remplacer des gens qui sont en grève. Elles ne devront pas être recrutées pour faire du travail plus dangereux. L'obligation pour l'entreprise de placement, tout comme pour l'entreprise qui bénéficiaire, de fournir des équipements et d'assurer sa protection sociale. Voilà. Donc, il y a un certain nombre de conditions de recours à ces gens, mais il y a un certain nombre aussi d'exigences en ce qui concerne la protection de ces travailleurs qui vont, par exemple, être mis à la disposition de ces entreprises-là. Voilà donc un certain nombre de conditions comme ça, voilà, pour mieux assurer aussi la protection des travailleurs nationaux. Et comme j'ai dit, déjà dans le rapport d'enquête parlementaire, un certain nombre de recommandations avaient été faites au gouvernement dans ce sens-là. D'accord. Juge Var. Oui, sur ce point, en tout cas, je trouve qu'il y a... relativement à la question, il y a des bonnes solutions qui sont adressées. Maintenant, est-ce que ça va tenir? C'est la question que je me pose. Le même rapport dont parle le monsieur le ministre, en son temps, si on se rappelle bien, il y avait la question de ces agences-là de placement qui posait problème parce que les salaires qui étaient en définitive reversés au Burkinabé, quelquefois, c'est moitié ce qui est donné à l'agence elle-même. Je me demande comment est-ce que une agence suivie, lorsque elle est obligée de payer son contractuel là au même prix que celui qui est engagé dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'il revient alors à qui de payer la plus-value qui sera le bénéfice de l'ordre de l'agence. C'est là, comme ça, dans le modèle économique que vous donnez, c'est l'une des questions déjà que je me pose. Est-ce que ça va tenir? Je crois que, comme j'ai dit, j'essaie d'expliquer. J'ai dit que le travail qui a été fait dans le cas du code, la dimension méthodologique a été fondamentale. C'est la recherche constante d'un minimum de consensus, d'un minimum de rencontres sur des grandes problématiques. Ça a été le premier point de la démarche. Et je peux vous dire que durant tout le processus, on a même dû tarder pour permettre que la discussion ait lieu d'octobre 2019 à septembre 2021, juste pour approfondir la réflexion. Mais vous savez, les acteurs ne peuvent pas être d'accord sur tout. Maintenant, quand les acteurs ne sont pas d'accord sur tout, qu'est-ce qu'on fait? Première démarche, nous avons fait recours aux règles du BIT, Bureau international du travail, auquel nos États sont partis. Qu'est-ce que le BIT dit sur un certain nombre de problématiques?
Deuxième élément de la démarche comparative, ça a été d'aller voir, le Burkina appartient à ce qu'on appelle la conférence interafricaine de prévoyance sociale. Il y a 16 pays. On a fait le travail, voir dans les 16 pays-là, sur les 33 questions sur lesquelles ils ne sont pas tombés d'accord, qu'est-ce que les dispositions de ces 16 pays-là disent, puisqu'on appartient même ensemble. On a décidé de prendre les 8 pays de l'UEMOA, Côte d'Ivoire, Sénégal, Burkina, Togo, etc. Parce que nous, on est encore dans un autre sous-ensemble. Sur les 33 points qui n'ont pas été faits l'objet de consensus, qu'est-ce que les législations de ces pays disent? Donc, si vous prenez la question des agents de placement, le BIT dit, oui, on peut recourir aux agents de placement. Donc, ça, c'est un principe que nous paraît être acquis. Deuxièmement, comment les gens doivent être traités? Le BIT vous dit, lorsque vous recourez, l'idéal, c'est que le traitement soit garanti, la protection. Et donc, le principe est affirmé sur la question de la rémunération et sa protection. Comment on va fixer la rémunération? Le juge va dire, oui, si vous dites qu'il faut avoir un minimum de salaire, ça peut conduire à précariser. Je suis d'accord, parce que il n'y a aucune solution qui est bonne sans inconvénient. Mais nous prenons le modèle qui a été pratiqué jusque-là. Ce que le modèle là a montré que lorsqu'il n'y a pas un minimum de protection de la rémunération, mais on peut aller vers des solutions débridées et qui conduisent à précariser l'emploi. Donc, la meilleure quête je dirais, d'efficacité ou d'équilibre, c'est de dire il y a un minimum de rémunération que vous devez être en mesure de payer. Maintenant, si une entreprise recourt à une agence de placement, l'entreprise sait pourquoi. Quelquefois, ce n'est pas la préoccupation de la rémunération, mais même la gestion des effectifs, la gestion d'un certain nombre de tâches peuvent être compliquées pour l'entreprise, de sorte qu'aujourd'hui, et ça c'est la grande tendance mondiale, les entreprises peuvent se concentrer sur le cœur de leur métier. C'est-à-dire que je suis un média, je préfère faire de l'information parce que c'est là où j'ai un avantage comparatif. Je me concentre sur cet aspect. Et puis les autres aspects, je peux les donner, je peux les externaliser ou faire appel à des personnes en placement qui vont s'en occuper et moi, je vais passer à autre chose. Ça, c'est bien connu dans les grands groupes et cette préoccupation, je sais aussi que c'est bien connu dans les médias. Maintenant, je vais dire au juge que le plus grand défi, il est collectif. C'est qu'ensemble, nous fassions l'effort pour que les règles que nous avons mises en place trouvent une certaine efficacité. Mais comme toute règle n'est jamais bonne en elle-même, il faut forcément faire de l'adaptation. C'est pourquoi la concertation permanente permet d'adapter les règles jusqu'à ce qu'elles soient meilleures pour toutes. Dans ma série de questions, peut-être je vais permettre 2 dernières. Sur le CDD, là, moi, je vais revenir là-dessus. C'est bien qu'on soit revenu à l'ancienne formule, parce que quoi qu'on dise, on avait vraiment un code qui était très favorable plutôt au patronat. Et ce qui nous avait été vendu, c'est attirer les investisseurs. Oui, c'est bien de les attirer, mais il faut protéger aussi les travailleurs. Et ça, c'est très intéressant. Et moi, question, c'est que avant, lorsqu'on était déjà dans la question après 2 CDD, il faut se décider. Ce qu'on remarquait, c'est que il y avait aussi la petite balise après les 2 CDD de vous congédier, d'observer un temps de latence intéressant et puis après de vous faire revenir et vous remettre dans le même circuit. Aujourd'hui, est-ce que ça a été pensé? Non, vous avez raison. Là, vous me posez une grande problématique, c'est-à-dire c'est le rapport de la norme à l'homme, à la société. Il y a cette formule que les juristes aiment utiliser en faisant allusion à la dialectique du gendarme et du voleur. Le voleur a toujours un coup d'avance sur le gendarme. La norme, c'est ça. La norme tente de réguler, de saisir des réalités sociales. Mais les hommes aussi essayent d'adapter et d'utiliser les failles des normes. Donc, on ne peut pas parer à toutes les solutions. On a essayé de dire il faut limiter. Il faut limiter le recours au CDD. Maintenant, le juge est là. Le juge peut apprécier. Il peut apprécier les réalités. Mais je me dis que dans le cas de quelqu'un qui
qui a signé un contrat à durée déterminée, qui est dans une période de latence, qui doit revenir, certainement doit pouvoir apprécier, je dirais, ses intérêts et puis mieux les défendre. D'accord. Peut-être la dernière question. C'est la question avec la Covid-19, on a vu la question du télétravail. Vous avez commencé à tenter de codifier ça. Qu'est-ce que vous mettez dedans? Parce qu'on a une réalité chez nous. On a connu le télétravail là. La plupart des gens étaient quelquefois dans leur petite buvette là. Et ça ressemblait plutôt à des congés, quoi, des petits congés. Non, vous avez raison de dire, c'est une grande problématique. Je pense que c'est une grande décision qui a été prise aussi de façon consensuelle et conjointe par les partis. C'est de dire, il y a une réalité, c'est le télétravail qu'il faut reconnaître. Mais maintenant, comme on est dans des entreprises, la démarche de prudence est de dire, on reconnaît le principe, maintenant chaque entreprise va pouvoir négocier les modalités de son application avec ses travailleurs. Voilà le principe qui a été arrêté dans le code. D'accord. Juge Bougma. Alors sur le code, il y a eu plusieurs séances pour s'accorder. À un moment donné, c'est le syndicat qui n'est pas d'accord. Parfois, c'est le patron, parce que les représentants du patronat. Alors tout porte à croire que les uns et les autres se sont accordés finalement. Alors, vous dites qu'il reste des points d'achoppement où tout est réglé maintenant. Non, je préfère vous dire, en toute sincérité, toutes les questions n'ont pas fait l'objet de consensus. Toutes les questions n'ont pas fait l'objet de... Les points d'achoppement majeurs sur lesquels il n'y a pas eu un consensus, je ne les ai pas toutes en tête, mais j'essaye de citer comme ça. Le premier problème, c'est la question de la détermination du quantum, du montant du dédommagement en cas de licenciement irrégulier et abusif. Okay. Là, il n'y a pas eu d'accord. Parce que la situation qui s'applique actuellement, en cas de licenciement abusif, les dommages et intérêts sont plafonnés à 18 mois pour tout le monde. Oui. Et dans le cadre de la discussion, les travailleurs ont proposé que les 18 mois sautent et qu'il y ait eu un déplafonnement. Il appartiendra au juge d'apprécier, en fonction des circonstances, le quantum qu'il va fixer. Le patronat a proposé qu'on garde 18 mois pour les travailleurs, les autres travailleurs, et que pour les travailleurs protégés, ce soit envoyé à 24 mois. Ça, c'est une grande question qui n'a pas fait l'objet de consensus. On n'a pas le temps, sinon je vous aurais expliqué comment nous, on a essayé de procéder pour trouver la solution. Le deuxième problème qui n'a pas fait l'objet de consensus, c'est la question des agents de placement. Les travailleurs n'en veulent pas, les patrons en veulent. Les modalités de recours à ce mode de travail. Donc, comme les patrons sont d'accord, vous savez, et puis les travailleurs ne sont pas d'accord, donc les modalités de recours, il y a problème. Sur l'externalisation, les travailleurs ne sont pas d'accord, les patrons sont d'accord. Sur la question de la résolution des conflits, vous savez, en matière sociale, quand il y a un conflit individuel ou collectif, les parties recourent à un arbitre qui est désigné par l'administration. Donc, l'administration peut désigner un arbitre qui prend une sentence. Dans le code de 2008, la sentence n'est pas obligatoire. C'est-à-dire, si les parties ne sont pas d'accord sur ce que l'arbitre a dit, ils peuvent aller en grève pour les etc. Donc, on a essayé, il y a eu une entente pour limiter la durée du travail de l'arbitre. Maintenant, l'arbitre doit faire son travail dans un délai de 6 mois. Quel est le sort de la décision qu'il prend? Les employeurs disent que ça n'a qu'à rester toujours une décision, une sentence, une décision facultative. Les travailleurs disent qu'il faut que ce soit obligatoire. Ça aussi, ça n'a pas fait l'objet d'entente. Voilà, les grands désaccords tournent autour de ces questions que je viens de vous évoquer. Mais le projet a été transmis à l'Assemblée nationale. Le principe d'adoption du projet de code de travail a été adopté par le gouvernement. Le gouvernement a donné des instructions qui doivent être prises en compte pour finaliser le projet. Et nous avons jusqu'au 28 octobre qui vient pour déposer le projet à l'Assemblée. Mais je peux vous assurer que le projet sera transmis à l'Assemblée nationale. Voilà. La démarche que le gouvernement a adoptée est celle-là. Comme nous ne voulons pas bouleverser le monde du travail, ça a été de dire, lorsqu'il n'y a pas de consensus sur les problèmes, on s'en tient aux solutions de 2008. Ça, c'est le principe qui a été affirmé.
Mais la nuance qu'il faut apporter à ce principe que le gouvernement a adopté, c'est qu'il y a des réalités nouvelles. Le juge va parler du télétravail. On a parlé de la réalité des agences de placement, les recommandations qui ont été faites par l'Assemblée dans le cadre de son rapport sur les agents de placement. Ces points-là n'ont pas fait l'objet d'accord, mais ce sont des réalités nouvelles sur lesquelles le gouvernement doit avancer. Donc sur ces points, le gouvernement va avancer, et puis en dehors de ces points, le gouvernement s'en tiendra au statu quo. Alors, monsieur le ministre, il y a certains qui se posent la question du cas des emplois spécifiques. Quand on prend les ONG, les projets, leur domaine d'intervention est bien connu, la durée du projet est bien connue, donc difficile de donner un CDI. Alors, comment on fait dans ce cas de figure? La question, c'est que nous n'avons pas spécifié les débats. Le Code du travail, lui, il se propose de dégager des principes communs à l'ensemble des activités du privé. Et à l'intérieur, pour le travail qui est spécifique, il y a des conventions collectives qui sont prévues et les solutions pratiques vont se discuter dans ce cadre. Par exemple, récemment, nous avons fait adopter la convention collective des boulangers, des routiers. Nous sommes en train de finaliser la convention collective des miniers. Et donc, un certain nombre de préoccupations comme celle des ONG va trouver des solutions dans le cadre d'une approche sectorielle. D'accord, nous sommes presque au terme de cette émission, mais on va trouver un juste milieu. Chaque juge aura 1 minute pour donner sa lecture sur ce qu'on a entendu comme avancée, sinon innovation pour la loi, sur le Code du travail. Nous allons commencer par le juge Var. Bon, moi j'avais une dernière question, mais comme vous voulez mon avis. Mais moi je vais troquer mon avis là pour une question. Il n'y a pas de souci. On n'a pas abordé la question des syndicats dans les entreprises qui peuvent maintenant déposer un préavis et déclencher la grève à partir de la sentence arbitrale. Quoi, c'est l'innovation? Rapidement, sur cette question, sur la détermination du nombre de délégués syndicaux par entreprise, ça c'est limité à 1. On a décidé d'arrêter à 1 plutôt que ce soit un nombre assez important. Et la question du droit de grève aussi a été mieux agencée. Donc, l'idée de dire qu'il faut un préavis. Donc, quand c'est une grève sectorielle, le préavis minimal, c'est de 48 heures. Une grève à répercussion nationale, c'est de rester dans le délai de 15 jours, comme ce qui a été prévu par la loi 059. Et en ce qui concerne l'organisation du travail, les entreprises devront distinguer le travail essentiel qui est leur cœur de métier, ce qui est vital, de ce qui ne l'est pas. Pour ce qui est vital, les entreprises pourraient recourir en cas de grève à la réquisition. Là, le travail ne pourra pas se poser parce que c'est vital pour l'entreprise et pour la société. Et puis, pour les autres activités qui ne relèvent pas du caractère essentiel, l'organisation de la continuité à travers le service minimal doit se faire avec les syndicats. Une fois que les syndicats n'acceptent pas, à ce moment, le patron pourra procéder à la réquisition pour assurer la continuité dans le cadre d'un service minimal. Et donc, sur la sentence, comme on a dit, le caractère obligatoire, ça n'a pas fait l'objet de consensus. Et donc, pour le moment, le gouvernement va s'en tenir à ce qui a été pratiqué jusque-là. Maintenant, comme j'ai dit, le gouvernement a fait ses choix. Le projet va être soumis aux parlementaires. Certainement que les parlementaires vont rouvrir le débat sur un certain nombre de problématiques. Juste pour moi, commentaire ou dernière question? Bon, commentaire, parce que c'est un code du travail qui soulève de la controverse. Pas le nouveau, l'ancien, en tout cas, soulève beaucoup de controverses dans certains points. Bon, c'était fait dans un esprit d'attirer des investissements parce que ce qui était avancé, c'était de rendre le Burkina attractif, créer un climat d'affaires favorable, mais en même temps avec les limites qu'on connaît. Et puis il y a aussi que le monde du travail a évolué. Aujourd'hui, on parle de télétravail. Alors, est-ce que dans le numérique, il y a un temps pour travailler et un temps pour se reposer? Parce que quand vous êtes connecté, c'est 24 heures sur 24, et puis le boulot, il arrive également 24 heures sur 24. Alors, vous recevez un mail à 1h du matin, vous dormez. Mais ça continue de tomber. Donc, il y a ces nouvelles réalités-là, effectivement, à pouvoir prendre en compte. Maintenant, il y a aussi des points d'achoppement, parce que dans l'environnement du travail, c'est cela. Maintenant, vivement que les acteurs puissent s'accorder pour qu'on puisse avoir un code du travail favorable pour le travailleur et pour l'employeur, pour
pour qu'on soit dans une dynamique gagnant-gagnant et non gagnant-perdant ou perdant-gagnant. D'accord. Relecture du Code du travail, innovation et implication, c'était la question à relais pour la présente convocation. Le ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, le professeur Seni Ouedraogo, était notre convoqué du jour. Merci d'être passé. Nous avons eu des clés de lecture sur, en tout cas, cette ambition-là du gouvernement. Merci également, messieurs les juges, pour les clés de lecture. Le prochain rendez-vous, c'est lundi pour la même mission. Poser un regard critique sur l'actualité, mais en attendant, restez fidèles au programme des médias leaders, Truth TV et Watt FM.